Alors avant tout, moi je suis un médecin gériatre, donc je suis quelqu'un qui est confronté au quotidien avec tout ce qui est maladie du vieillissement, avec ce qui est la perte d'autonomie et la mort. Donc il est évident que pour nous, la lutte contre le vieillissement est quelque chose de tout à fait primordial. Or cette lutte commence en même temps que commence le vieillissement. Et ce vieillissement commence dès l'âge de 18-20 ans. Donc quand par exemple quelqu'un a un infarctus à 60 ans ou un diabète à 60 ans, c'est en fait l'évolution naturelle depuis 40 ans, 30 ans. Donc notre rôle à nous, il est d'essayer de dépister ces évolutions le plus tôt possible afin de pouvoir préparer les gens, afin de pouvoir les aider à lutter contre ces choses-là. D'ailleurs, c'est donc une prise en charge la plus précoce possible non pas de pathologie, mais d'abord de dysfonctionnements physiologiques qui vont mener vers la pathologie. Donc on a une vision qui n'est pas une vision de pathologiste, on a une vision de physiologiste, c'est-à-dire qu'on essaye de donner à l'organisme les moyens de fonctionner le mieux possible. Tout ceci en respectant l'organisme et sa complexité. Donc ça, c'est les grands principes. Aujourd'hui, et ça c'est les grandes nouveautés par rapport à il y a une quinzaine d'années, on a de multiples moyens techniques pour évaluer des paramètres du vieillissement physiologique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder des artères, un poumon, un cerveau, non pas en se posant la question est-il malade et de quelle maladie souffre-t-il, mais en regardant où il en est de son vieillissement. Est-ce qu'il est en avance par rapport à un âge chronologique? Est-ce qu'il est au contraire meilleur? Et quels sont les désordres, quels sont les déficits ou les carences, parfois relatives seulement, qui existent dans l'organisme? Donc, ça, ce sont des instruments que nous avons aujourd'hui, et ces instruments-là n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Bon. Donc, à partir de là, on peut mettre en marche une espèce de prise en charge. Et cette prise en charge va se développer selon 4 principaux axes, que sont la nutrition, que sont les compléments nutritionnels, que sont l'exercice physique ou les hormones. J'insiste sur le fait qu'il y a 4 axes. Et c'est très important car lorsqu'on est dans des... Et nous luttons contre tous ceux qui évoquent des possibilités de prise en charge univoque, qui parlent du médicament ou du complexe vitaminique miracle ou anti-âge ou ceci ou cela. Je crois que... oui, ça ne peut être que global. Et j'allais dire tout à l'heure, il y a un 5e axe qui est en fait le premier, qui est un axe philosophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien vieillir, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Et on ne peut pas faire, je crois, l'impasse sur cette vision des choses, car sinon ensuite les gens ont du mal à suivre. Ils ne peuvent pas effectivement s'obliger à un certain nombre de modifications parfois profondes de leur mode de vie, prendre un certain nombre de produits, s'il n'y a pas une reconnaissance claire de ce qui se passe et qu'il n'y a pas une envie de lutter, une envie de devenir un acteur. Et ça me paraît quelque chose de très important. Alors, on a en fait aujourd'hui, et il faut le dire, très peu de gens qui sont capables de rentrer dans cette démarche. On a beaucoup de gens qui tournoient autour de cette notion de prévention du vieillissement, qui se disent « tiens, il y a peut-être quelque chose à vendre, tiens, il y a peut-être quelque chose à retirer de ce que peuvent dire un tel ou un tel ». Mais en réalité, peu de gens sont prêts à rentrer dans une vraie démarche. Parce que, comme je le rappelais lors de ma dernière conférence, si vous voulez, ça remet en cause beaucoup de choses et puis c'est surtout pas simple. Je veux dire, ce qui a fait le succès de la DHEA, c'était que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'était simple. On allait prendre sa pilule et on allait pouvoir continuer à regarder la télé 5 heures par jour, à bouffer n'importe quoi, etc. Mais c'est pas ça du tout. Il n'y a aucune solution de facilité, d'accord? Alors, il y a des gens qui vont faire du sport plus facilement que d'autres parce que s'ils sont naturellement sportifs, il y a des gens qui n'aiment pas manger de telle ou telle manière, donc qui auront plus de facilité à modifier un certain nombre de comportements. Il y a des gens qui, en prenant tel ou tel type de produit, vont se sentir tellement bien que ça va être simple pour eux de le prendre.
D'accord? Mais il y a d'autres gens qui vont devoir prendre des produits qui n'ont aucun effet. On sait simplement qu'ils vont avoir un impact sur la qualité de leur fonctionnement biologique, mais qui ne ressentent pas forcément un impact positif. Donc il y a plein de petites choses comme ça à prendre qui sont utiles à terme, mais qui en fait au quotidien représentent une contrainte. Et aujourd'hui, très peu de gens sont prêts à assumer ces contraintes. Et ça, c'est un gros problème. Je pense, je vais être très honnête avec vous, et je vais vous dire qu'en réalité, je pense que c'est deux métiers différents. J'ai fait une conférence devant un certain nombre d'endocrinologues, etc. Et je leur ai dit qu'ils m'avaient demandé justement de traiter vieillissement et hormones. Et je leur avais dit que dans l'avenir, je n'étais pas certain que ce seraient les médecins qui prendraient en charge le vieillissement. Ce serait peut-être des physiologistes, peut-être une profession à créer. Car en fait, le médecin, aujourd'hui, n'est pas un professionnel de santé. C'est un professionnel de la maladie. C'est pas l'insulter de dire ça, c'est un constat, je veux dire, c'est vraiment un constat. Et aujourd'hui, la plupart des médecins, quand on leur parle de santé, ils sont complètement désarçonnés parce qu'ils n'ont été à aucun moment préparés à cela. Toutes nos études ne sont consacrées qu'à la maladie. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est, face à un patient qui vient avec un symptôme, d'essayer d'identifier le plus rapidement possible la maladie qui est derrière et de mettre en place le traitement le plus efficace. C'est ça notre problématique de médecin. Alors quand on va vous parler d'un certain nombre d'autres choses, du fonctionnement mitochondrial et de son intérêt dans l'énergétique ou dans l'intérêt de la génomique dans justement l'épuration d'un certain nombre de substances toxiques, ben, ça ne correspond pas du tout à la pratique quotidienne du médecin. Pour lui, c'est un autre monde. Bon. Une fois un petit peu cette tendance polémique, je dirais que c'est la véritable vocation normalement du médecin que de reprendre la santé en main. Hein, moi j'ai très nombreux médecins qui à droite et à gauche viennent me voir en me disant mais vous nous redonnez un espace qui est notre espace et que nous avions perdu. Et ça me paraît important. De plus en plus de médecins qui veulent effectivement être sensibilisés à cette prévention et à cette prise en charge du vieillissement, ou tout simplement au maintien de la santé, de la meilleure santé possible, parce que je vous rappelle que pour bien vieillir, il faut avant tout être en bonne santé. Si vous êtes malade, vous avez peu de chances de bien vieillir, tandis que si vous êtes en bonne santé et que vous restez en bonne santé, eh bien, vous avez plus de chances d'arriver à des âges vénérables et tout en étant actif. Mais là où l'autre drame apparaît, c'est qu'on est face à une médecine d'un très haut niveau scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas 2-3 recettes, ce n'est pas du genre prenez donc un petit peu de DHEA 25 ou 50. On est là dans l'exploration d'un certain nombre de métabolismes, qu'ils touchent la nutrition, qu'ils touchent l'énergétique, qu'ils touchent les hormones, mais qui sont des métabolismes d'une très grande complexité, avec des remises en question permanentes. Et ça, c'est tout sauf de la médecine de certitude. Je veux dire, on est vraiment là devant quelque chose d'une complexité folle. Et c'est vrai que beaucoup de médecins qui, par exemple, sont dermatologues ou généralistes, lorsqu'ils tout à coup, ils entrevoient l'extraordinaire complexité du problème, eh bien ils disent, j'y touche pas. J'y touche pas parce que c'est mettre le doigt dans l'engrenage et ensuite je maîtrise plus rien, je ne sais pas, ou j'ai même pas les moyens d'exploration. Parce que nous, à l'Institut européen du vieillissement, on a de la chance d'avoir un plateau technique entièrement dédié à ça. On fait ça depuis des années, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça. Donc on a une expérience et une vision qui est tout à fait étonnante. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est considérable, qui est derrière nous. Et c'est vrai que c'est pas en quelques séminaires qu'on peut se former. Je vous rappelle que pour devenir endocrinologue, c'est-à-dire pour s'intéresser qu'aux hormones, c'est 4 ans de spécialisation, plein temps. Donc vous imaginez, si vous vous intéressez aux hormones, au métabolisme digestif, à la nutrition, aux muscles, aux os, enfin bref, au cerveau,
Allez, on part sur une spécialité qui va durer combien d'années? D'accord? Donc, c'est aujourd'hui la principale difficulté que nous connaissons, ce n'est pas une difficulté d'intérêt, parce que il faudrait être complètement buté, si j'ose dire, pour ne pas être intéressé par la santé, le maintien de la santé. Bon. Mais nous nous heurtons à un problème d'extraordinaire complexité des phénomènes et de médecine de très très haut niveau.